Alors, ce qu'on a vu ce matin, donc essentiellement, c'est définition de la matrice d'une famille de vecteurs. En colonne, on prend les vecteurs eux-mêmes en coordonnées dans la base fixée. Et matrice d'une application linéaire, si on a des espaces de départ et d'arrivée différents, base de départ et d'arrivée différentes, si on a un endomorphisme, par convention, par défaut, on va prendre la même base au départ et à l'arrivée. On a fait des exemples, de petits exercices, donc là, j'ai déjà de la matière. Maintenant, parce que c'est bien joué cette matrice, mais à quoi ça sert? Première application, connaître la matrice d'une application linéaire, ça suffit entièrement à calculer son expression, à calculer l'image de n'importe qui. Donc là, on va le voir ici, avec cet énoncé. Le cadre, c'est toujours le même. On a un vecteur de EP, l'espace de départ. On peut donc l'écrire x égale x1,20 plus etc. xpep. On a ses coordonnées. Il a une image y égale f de x dans En. Ce petit y, lui-même, il va avoir des coordonnées. La grande question, c'est comment est-ce qu'on peut relier? Est-ce que je peux mettre une espèce de flèche? La grande question, c'est comment est-ce qu'on peut relier les coordonnées de petit x aux coordonnées de petit y. Le principe, c'est le suivant. On va entourer ça, ou l'encadrer plutôt, sera plus net. Si vous avez les notations fixées ainsi, vous avez ce genre de relation. Alors vous allez me dire, là, tel quel, ça a l'air très très moche. On va faire le petit calcul, c'est pas méchant du tout, histoire de voir ce qui se passe. Et la conséquence, c'est que si vous regardez bien ces relations, YI, c'est la somme des AIJ XJ. Ça, on peut l'entourer, c'est la relation générique. Matriciellement, ça veut tout simplement dire ce qui est en dessous. Donc, je vais mettre une petite flèche pareille. Ce truc-là, c'est l'écriture symbolique du produit matriciel. Par exemple, si vous regardez pour le Y1, on a bien, si vous imaginez le X1, X2, XP comme une colonne, on a bien la ligne A11 jusqu'à A1P qui a été multipliée terme à terme par X1, XP. Et ainsi de suite pour toutes les coordonnées YI. YI, c'est la ligne numéro I à I1 jusqu'à IP, multipliée terme à terme par la colonne X1 jusqu'à XP. Donc cette relation-là, c'est exactement la même chose que ça. Donc le passage de là à là, c'est instantané, définition. Nous, ce qu'on va vérifier, démonstration 1, c'est comment est-ce qu'on a effectivement cette relation-ci. Donc on va faire le petit calcul, je vais passer sur le tableau blanc. Tac, et je vais mettre en version, hop, comme ceci, ça devrait vous suffire. Donc c'est la démonstration numéro 1, normalement. Alors, est-ce que j'introduis avec des points de suspension ou est-ce que je mets juste avec directement des sommes? On va mettre des sommes, ça sera quand même plus compact. Hein. Alors je vais juste respecter la notation, là j'ai mis des XJ et là j'ai mis des YI. Donc on va écrire petit x égale la somme des XJ fois EJ. Je suis en train de m'embrouiller, oui c'est bon. Donc petit x, c'est la somme des XJ fois EJ pour petit j allant de 1 jusqu'à petit p. Donc, remarque, je peux mettre là-haut. Y, c'est f de x, c'est f de cette somme des XJ EJ. Mais l'application f est linéaire. Donc, y, l'image d'une combinaison linéaire,
c'est la combinaison linéaire des images. Les petits xj, ce sont des scalaires. Les ej, ce sont des vecteurs. Donc le petit y, on va l'écrire tout simplement. La somme, pour j allant de 1 jusqu'à p. Les petits xj vont sortir. Et ensuite, on va voir les f de ej. Donc jusqu'ici, c'est juste la linéarité. Ensuite, c'est là où ça va un tout petit peu se compliquer. Nous, on a le f de ej. Le f de ej, si vous vous rappelez bien, je vais vous remettre sur la partie PDF la matrice qu'on avait. C'est pas écrit explicitement ici, mais bon. Les f de ej, ils se lisent, si vous vous rappelez la définition de la matrice d'application linéaire, les f de ej, ce sont les colonnes, enfin plutôt leurs coordonnées, constituent les colonnes de la matrice petit f. Donc on va écrire symboliquement comment ça s'écrit ici. On va en déduire, je ne l'ai pas relevé ici à définition 1, mais là ça va arriver. On va en déduire une relation qui va donner les f de ej en fonction de la base epsilon 1 jusqu'à epsilon n avec les coefficients de la matrice. Et en mélangeant tout ce qui bouge, on va s'en sortir. Donc je repars sur le tableau blanc. Donc ici, je vais faire un petit rappel en couleur à côté. C'est grand A la matrice. Je revérifie si j'ai bien appelé grand A. Tac, 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 tac. Ouais, j'ai mis des grands A, j'ai mis des petits A. Je ne l'ai pas appelé grand A officiellement, mais on va dire que c'est ça. Donc, grand A, c'est la matrice de petit f. Dans les bases, bon ça ne change rien, BP jusqu'à Bn. C'est donc, ici, on va avoir les f de E1 jusqu'à f de EP en fonction des vecteurs qui sont epsilon 1 jusqu'à epsilon n. En particulier, si on fait une espèce de petit zoom, on va dire, on va avoir ici une colonne qui correspond à f de EJ. Ah, c'est pas ça que je voulais. Hop. Tac. Tac. Donc si on isole cette colonne-là, on va avoir f de j qui va s'exprimer comme étant... Alors, les coefficients, ce sont les coefficients petit a 1 j. Ensuite, j'écris un peu trop gros peut-être. Je fais un tout petit peu plus léger. Petit a 1 j tout en haut. En dessous, petit a 2 j jusqu'à petit a nj. Et donc, le coefficient A1j, c'est la coordonnée de f de j suivant epsilon 1, jusqu'à ANJ, qui est la coordonnée de f de j par rapport au vecteur epsilon n. Conséquence de cette colonne, on a la relation que je vais écrire juste à côté, je pense que ça doit rentrer, ou juste en dessous, ce sera peut-être plus clair. F de EJ, c'est donc A1J fois epsilon 1, plus A2J fois epsilon 2, plus ainsi de suite, jusqu'à ANJ fois epsilon petit n. Donc là, il faut bien suivre dans les symboles, regarder ce que ça signifie la matrice, regarder ce que ça signifie pour f de j, et donc sous forme symbolique, on va dire, on a la somme des A, I, J, epsilon J. Attention, que je m'embrouille pas dans les lettres. Je suis en train d'embrouiller dans les lettres. Je rectifie. La
c'est pas petit j, parce que petit j c'est celui qui était fixé, c'est petit i. On a la somme des a, ij, epsilon i, excusez-moi, pour i allant de 1 jusqu'à petit n. Donc ça, typiquement, à retenir. Tac, tac. Est-ce que... Alors, oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé. C'est vrai que dans ma tête, c'était sous-entendu. Les coefficients, donc si on appelle grand A la matrice de petit f, les A et J, c'est comme ça que j'ai noté implicitement les coefficients de la matrice grand A. Donc finalement ici, si je les fais apparaître là, la colonne que je vous ai encadrée ici, dans le zoom on va dire, c'est la colonne A1J jusqu'à ANJ qu'on obtient ici. Comment on les connaît alors? Alors là c'est un énoncé théorique. Donc si vous regardez l'énoncé que vous devez voir juste à côté, c'est juste qu'on a noté grand A, les coefficients de la matrice petit f. Après, vous, en pratique, il y aura un exemple qu'on va faire juste après, on peut vous dire tout à fait, soit petit f, l'application linéaire de matrice tel truc, avec des chiffres dans tous les sens, et après faites des calculs avec. Est-ce que jusqu'ici, il y a d'autres questions? Ça, c'est un point un petit peu délicat, c'est un peu technique ce passage-là, donc il faudra bien reméditer le truc. Alors, on n'a pas fini la démonstration. Hein. Maintenant, on a d'un côté cette relation-là, y en fonction des x, j, f de j. De l'autre côté, on a ce truc-là. Donc ça, c'est presque un petit lemme. Ça, j'ai pas fait beaucoup de phrases dans cette histoire. Mais bon, en vrai, je vais juste mettre un petit truc ici. Ça, c'est une sorte de petit rappel sur la définition de matrice d'application linéaire. Ensuite, donc on a... est-ce que je peux tout caser en dessous? On peut presque essayer. Donc si on revient au calcul principal, petit y, c'est donc la somme pour j allant de 1 jusqu'à p des xj, et ce qu'on va avoir à l'intérieur, c'est les f de j, qu'on va eux-mêmes remplacer par ce qu'on vient de faire ici, la somme des a, i, j, epsilon i, pour petit i allant de 1 jusqu'à n. Donc je souligne les deux trucs qu'on utilise. On a utilisé ceci, et on a utilisé le truc en rouge ici. Et le truc en rouge, je vais vous le ressouligner là, comme ça, ça devrait faire la liaison. Maintenant, si vous regardez bien, c'est cette double somme. Ici, on a une somme sur i et une somme sur j, avec des indices i et j indépendants. Donc ça, on l'a déjà croisé un petit peu, donc c'est des doubles sommes. Ici, on peut intervertir les deux symboles sommes, et on peut jouer sur le fait que le epsilon, dans quel sens je dois le mettre? Je vais faire juste après. Tac. Ce que je vais faire, je vais découper ce petit morceau-là, et je vais reprendre ça comme point de départ pour une nouvelle page. Donc ainsi, le petit y est égal à ça. On peut donc poursuivre le calcul. On va se retrouver avec la somme sur petit i allant de 1 jusqu'à n, la somme pour petit j allant de 1 jusqu'à p. Ensuite, on va avoir les
AIJ, on va avoir les XJ, et on va avoir les epsilon-I, si on reporte tout. Mais là où il y a une petite feinte, c'est que le epsilon-I, lui, il ne dépend pas de J. Ça, par rapport à la somme sur J, c'est une constante. Donc, a priori, le epsilon-I est à l'intérieur de la somme, mais en fait, on peut tout à fait mettre les parenthèses de cette manière-ci. Donc, je vous écris la petite feinte. Lui, il ne dépend pas de J. Et si maintenant, je vais faire un tout petit retour sur la page précédente et après je reviens ici. Non, c'est pas sur celle-ci que je voulais aller, c'est sur le PDF. Donc si je vous remets le PDF en un tout petit peu plus grand, et si vous regardez bien de chaque côté, si vous regardez sur le PDF, les Y, j'ai mis quoi comme lettre, les YI, on les a ici. Petit y, c'est censé être y1 epsilon 1 jusqu'à yn epsilon n. Conséquence, les y1 jusqu'à yn, bah c'est ce qui est devant epsilon 1 jusqu'à epsilon n. Donc je vais faire une petite capture vite fait de ce truc-là. Tac. Je le rebascule sur le tableau blanc pour comparaison. Je peux mettre en plus grand pour que ce soit presque assorti, on va dire. Et donc si vous comparez, on est bien parti de y. On a bien les epsilon i qui sont ici. Et donc, si je compare, si je l'écris différemment, donc là je vais mettre en noir ici, ce sera plus clair. Tac. On a cette relation-ci. Je déplace un peu tout vers le côté. Ah. Lui, je déplace. Tac. Donc si vous comparez ces deux relations, on a bien la somme, on a bien l'epsilon i, donc ces grandes parenthèses, ce sont les YI. Donc ça et ça, c'est la même chose. Conclusion, on va y arriver. YI, c'est bien la somme des AIJ XJ. Ces petits-là, ah oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'était pas voulu. Zoom. Déjà, ce sera un petit peu mieux, je pense. J'espère que ça suffit. Alors, est-ce que il y a des questions là-dessus? Il y en a qui sont heureux, c'est bien. Alors, ah, qui c'est qui fait la tête? Alors, s'il y a des questions, là, dans l'immédiat, je vous laisse 15-20 secondes pour les poser éventuellement. Alors, qui c'est qui a fait teasing? J'ai cru entendre un teasing. Non, j'y arrivais? Ok, d'accord, c'est pas grave. Alors, sinon, vous inquiétez pas, de toute façon, ce truc-là, il faut le remédier un petit peu pour comprendre comment ça marche. Alors, si c'est à peu près bon, on va enchaîner sur tout de suite le petit exemple. Déjà là, ce sera un peu plus facile à comprendre. Donc, page, alors fin de la démonstration, déjà. C'était la numéro 1, tout simplement. Vous inquiétez pas, après il y aura plus compliqué.
Et on rajoute une petite page, et je vais rebasculer sur le PDF un petit moment. Alors, je peux vous laisser la page précédente le temps qu'on est sur le PDF, après tout ça, je ne mange pas de pain. Alors, où est-ce qu'on était? Oui, donc le petit exemple qu'on veut faire. Vous allez voir, l'exemple à côté sera vraiment ridicule. Hein. Donc, on a tout simplement, ici, une application petit f qui a pour matrice 1, 2, 3, 6, moins 5, 7, donc pourquoi pas, d'un base canonique. Et on veut trouver son expression. Donc là, on va tout simplement adapter à notre situation. On va écrire un vecteur de départ en coordonnées grand X égale X, Y, Z d'un base canonique. On va ensuite faire l'application matricielle, le produit, et on va trouver les Y, et puis on sera content. Donc je repars sur le tableau, que je remets en plus grand. Et hop, petit exemple, page suivante. Donc hop, je me suis fait une anti-sèche. Donc on a petit f qui a cette matrice-ci. Donc on pose grand X égale X, Y, Z appartenant à R3. Alors attention, dans Rn, on peut tolérer que tout d'un coup, il y ait des espèces de tours de passe-passe qui arrivent. Alors qu'est-ce que j'ai par tour de passe-passe? A priori, on a un élément de R3 qui est donc un triplet. C'est-à-dire qu'on a les trois chiffres côte à côte. Et à ce triplet de R3, on associe son vecteur coordonné qui, lui, est une colonne de coordonnées. Mais vu qu'on va être dans la base canonique, on va retrouver exactement les mêmes chiffres dans les deux cas. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu des fois une tolérance sur je passe de l'un à l'autre. Bon, là je vais faire gaffe, au fur et à mesure je vais être précis, au fur et à mesure on sera un petit peu plus souple. Donc les coordonnées, ou plutôt le vecteur coordonné, j'écris ça symboliquement plutôt. Donc la matrice du vecteur grand X tout seul, dans la base canonique, c'est X, Y, Z. Alors, j'ai pas remis, je la remets vite fait. Alors, je la réexplique pas, je la réexplicite pas, ça on l'a déjà refait ce matin, on va peut-être pas abuser des bonnes choses. Donc BC, base canonique, c'est tout. Donc on a la matrice de X dans la base BC qui est égale à X, Y, Z. Donc qu'est-ce que je mets comme notation? Bon, je mets pas de notation, je vais juste poser f de grand X. Donc, f de grand X a pour vecteur coordonné, hop, je l'écris juste en dessous ce que ça donne. La matrice de f de grand X, alors dans BC, ça me fait deux fois BC, on va dire BC prime, et je vais préciser du coup ici, BC base canonique de R3, BC prime base canonique de R2. J'aurais pu mettre des B3, B2 sur tes mêmes genres. Donc la matrice de f de x dans BC', c'est égal à la matrice de petit f multiplié par, je vais mettre un comme ça, la matrice dans grand X, de grand X, pardon, dans BC. Ici, c'est la matrice de f dans BC'. Au niveau calcul, parce que là c'est au niveau symbolique, ça a l'air un peu mystérieux, mais finalement ce ne sera pas compliqué à l'usage. On va juste se contenter de faire la matrice, donc 1, 2, 3, 6, moins 5, 7, multiplié par le vecteur x, y, z.
On fait notre petit calcul de manière complètement naturelle. Donc, au départ, 2 lignes. On va avoir une matrice de lignes. Ensuite, on va avoir une colonne. Premier coefficient, x plus 3y moins 5z. Donc, terme à terme, la première ligne fois la colonne x, y, z. 1 fois x, 3 fois y, moins 5 fois z. En dessous, 2x, plus 6y, plus 7z. Conséquence, on a gagné. F de grand X, alors je peux le rebasculer en ligne pour bien faire voir que c'est un vecteur de R2. On a deux coordonnées, x plus 3y moins 5z, 2x plus 6y plus 7z. Et donc là, on a terminé pour ce truc-là. Comment on sait que sait-on que le produit est dans ce sens? Alors là, il n'y a pas de choix. Vous regardez par rapport au PDF qui est juste à côté. Ici, là-bas, d'ailleurs, c'est le truc qui est encadré, là, qui est juste à côté. C'est la matrice fois le vecteur coordonné. C'est la convention qui a été choisie, et donc c'est comme ça qu'on fait. Cette convention, elle est adaptée au choix des bases de départ et d'arrivée, enfin, elle est adaptée à tous les sens qu'on a fixés jusqu'à présent. Donc, il ne faut plus rien changer. Là, vous n'avez pas le choix. Alors, petite remarque au passage, dans l'autre sens, attendez, j'ai un tout petit bug d'affichage. Ok, c'est bon. Petite remarque, donc dans l'autre sens, le produit il n'aurait pas été défini. Donc là, il n'y a pas trop le choix en vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Quand on en a un, pas un. Alors, la base choisie, non, c'est à vous de l'énoncer. C'est à vous de l'énoncer. Alors, assez fréquemment, on parlera de la base canonique, mais on verra au fur et à mesure, surtout si vous regardez un peu, si vous vous amusez à regarder la fin du chapitre, qu'on va jouer sur le fait qu'il y a plusieurs bases possibles. La première base, là attendez. La première matrice. Alors, au niveau des matrices, les bases, alors ça c'est à l'arrivée, donc c'est dans R2, donc c'est B'C. Ensuite, pour petit f, c'est départ, arrivée. Donc c'est départ, c'est BC, base canonique de R3, et arrivée, B'C, base canonique de R2. Donc là, je peux peut-être le réécrire un tout petit peu pour que ça soit plus net. Donc là, c'est B'C. Et donc là, c'est petit f. Dans le produit. Ok. Et la deuxième, c'est BC. Alors, si on regarde symboliquement, je vais écrire comme ça à côté. Au fur et à mesure, si vous donnez des noms à vos vecteurs, alors qu'est-ce que je peux donner comme nom ici? Mais bon, finalement, mon grand X est peut-être mal choisi. C'est peut-être un tout petit peu maladroit, mais bon. Parce qu'au fur et à mesure, on appellera grand X les vecteurs coordonnés. Bon, pour l'instant, je passe sous silence, puis on verra la notation au fur et à mesure comment ça évoluera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pareil, j'attends 10 secondes. Ça a l'air bon. Alors, on avance encore un petit peu. Si on avance encore un petit peu, quelle heure est-il? Oui, c'est bon. Si on avance encore un petit peu, là, il y a deux énoncés très abstraits. Alors, on va les regarder ensemble. On va pas s'acharner sur la démonstration parce que ce serait pareil un peu technique, mais on en fera d'autres des techniques. Alors, premier théorème. Alors, attention, là, on va commencer à aller loin dans... je vais en plus grand. Hop, je vais même ouvrir le PDF tout entier. Là, on commence à aller loin dans l'empilement des couches d'abstraction. Ici, on a, si vous vous rappelez au départ,
un espace d'arrivée, un espace vectoriel de départ, un espace vectoriel d'arrivée, EPEN. Chacun de ces espaces avait des bases BP et BN. On est passé aux applications linéaires qui vont de EP dans EN. À chacune de ces applications linéaires, on a associé une matrice, c'est-à-dire un élément de MNP de K. Or, MNP de K, c'est un espace vectoriel. On peut additionner, on peut multiplier des matrices par des constantes. On peut donc considérer la nouvelle application qui a une application linéaire petit f associe sa matrice dans MNP de K. Et vu que ces deux espaces, l'espace des applications linéaires et l'espace MNP de K, sont des espaces vectoriels, on peut se demander si cette nouvelle application phi est à son tour linéaire et si elle a des propriétés d'objectivité. Et en fait, oui, tout marche bien. Cette application phi, c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Il y a deux choses. Isomorphisme, ça veut dire qu'on a une application bijective. Donc pour vous, concrètement, connaître la matrice, c'est-à-dire connaître l'élément de l'espace de l'ensemble d'arrivée, va vous donner de manière unique l'application linéaire qui correspond. Donc ça veut dire que si on vous donne des bases, si on vous donne la matrice, il n'y a qu'une seule application linéaire qui correspond. C'est ce qu'on a fait juste au-dessus. Une matrice, une application linéaire. Et il y a aussi l'aspect application linéaire. Cette nouvelle application phi est linéaire. Ça veut dire que si au lieu de considérer petit f, je considère 5 fois f, ça reviendra à faire 5 fois la matrice à l'arrivée. Et si au lieu d'avoir juste petit f, on a f plus petit g, à l'arrivée, on aura la matrice de f plus g, qui sera la matrice de f plus la matrice de g. Alors, en pratique, on va juste faire ce petit exemple. On va s'interroger sur la matrice de l'endomorphisme P associe P'-3P. Dans Ken crochet X, mais de la base canonique. Si vous remarquez bien, cet endomorphisme P associe P'-3P, on a d'une part le P flash P', à condition que G soit lui aussi linéaire. Oui, bien sûr, oui. Dans la remarque en dessous, je l'ai marqué. Dans la remarque en dessous, je l'ai marqué F et G linéaires, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Cet endomorphisme, c'est un morceau de P' et un morceau moins 3P. Le premier morceau, P flash P', c'est ce qu'on a fait un peu plus haut. La dérivation, c'était P flash P'. Et on va donc se demander P associe P, c'est-à-dire l'application identité de Ken crochet X, quelle est sa matrice? Et une fois qu'on a répondu à cette question, on va faire tout simplement la première matrice moins 3 fois la deuxième, et puis ce sera gagné. Et je pense qu'essentiellement, on finira là-dessus. Alors, exemple, donc hop, petite page suivante. Je prends ce petit morceau-là. Alors, tac, tac. Donc, exemple de matrice d'une combinaison linéaire. Je redécale ça un petit peu, tac, et tac. Alors, on a vu, on a déjà vu, excusez-moi, si c'est bon, j'avais noté delta. La matrice de delta dans BC, et on avait vu que c'était des 0 sur la diagonale, et ensuite 1, 2, jusqu'à n-1. Jusqu'à petit n, excusez-moi. 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 Pouf.
les aléas du direct. J'ai oublié de cliquer sur la bonne case. C'est bon, c'est rétabli. Alors si jamais je réagis pas, vous pouvez faire comme si vous levez la main, on va dire, et puis ça fait un petit leading. Comme ça, je vois qu'il y a un truc qui se passe. Alors, donc ça, ou petit rappel, en notant delta de kn crochet x dans kn crochet x qui a p associe p'. Et en notant bc la base canonique. Maintenant, ça c'est le premier point. Deuxième point. Je vais même faire un tout petit peu plus général, excusez-moi. Un petit coup de gomme. Voum. Si jamais vous avez grand E, un espace vectoriel de dimension finie, de base E1 jusqu'à EP. Calculons. Alors, cette base E1EP, on l'appelle grand B. La matrice dans la base B de l'application identité. Alors, on met en place le truc habituel. La matrice d'application identité. On est censé avoir, vu qu'on a des endomorphismes, ce sera des matrices carrées. Et si on a mis petit p vecteur ici, ce sera dimension p. On est censé écrire en fonction des vecteurs de base E1, E2 jusqu'à EP, les vecteurs images, id de E1, id de E2 jusqu'à id de EP. Est-ce que on est d'accord jusqu'ici? Pas de souci. Oui, oui, ok. Ensuite, si vous regardez, identité de 1. Or, identité de... alors, qu'est-ce que je vais mettre comme petite lettre? Je vais mettre identité de E, J. C'est EJ. Conséquence, si vous regardez la coordonnée, on a une fois EJ. Autrement dit, tout simplement, id de E1, c'est E1, c'est donc une fois E1 plus 0 fois les autres. id de E2, c'est une fois E2 plus 0 fois les autres. Ainsi de suite, jusqu'à id de EP, qui est égal à une fois EP. Autrement dit, et on va dire que la boucle est bouclée, la matrice de l'endomorphisme identité dans une base B fixée, c'est la matrice identité. Donc, morale. On a ça. Alors, attention, ça fonctionne bien parce que on a bien un endomorphisme avec donc une base fixée, la même au départ et à l'arrivée. Est-ce que on est bon là-dessus? J'ai écrit la petite phrase en français. Alors, il
faut des matrices de... Alors, il faut des matrices de même taille. Alors, ici, là, le contexte, c'est pour un endomorphisme. Donc, ici, on a une matrice carrée. Ce deuxième point-là, je l'ai fait volontairement en général, pour faire voir que, de toute façon, ça marche tout le temps. Après, nous, dans notre exemple, il y a juste un petit troisième point qui va arriver. On va l'appliquer avec notre application. Et comme dans notre application, il y a ce moins 3P, et que l'application P associe P, c'est l'identité avec un crochet X, l'application qu'on cherche ici, c'est en fait delta moins 3 identités. Et donc, on va pouvoir faire notre petite opération sur les matrices. Donc, je termine la petite phrase, le petit calcul, et c'est fini. Donc attention, la matrice de l'identité et la matrice est la matrice d'entité. Donc troisième point. Ici, on veut, c'est ça qu'il faut repérer, ce qu'on cherche, la matrice de delta moins 3 fois identité de k crochet x. Donc si on fait un petit calcul, alors je le pas, enfin un calcul, il se fait de tête, hein. Si on écrit les matrices associées, alors attention, il faut bien se placer avec les bonnes tailles, on va retrancher on va retrancher 3 sur la diagonale par rapport à la matrice qu'on avait au-dessus. Conséquence, on aura une matrice qui va tomber assez facilement, d-3 sur la diagonale, et juste au-dessus, 1, 2, et ainsi de suite, jusqu'à petit n. Et ça, attention, on est en dimension n plus 1, c'est une matrice dans M, n plus 1 de K. Et en dessous des 0, au-dessus des 0. Bon, on est passé de 3 minutes par rapport à ce que j'ai prévu. Je vais juste... Alors, on arrête l'enregistrement ici.